Bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal, descente sur le terrain du ministre Abdoulaye Biotchane. Il est allé constater l'état d'avancement des travaux, comptant pour la première phase de la mise en place d'une zone économique et spéciale à Glodjibé. Dans ce journal, le constat fait par le ministre et ses recommandations sur place. Ouverture ce mardi de la deuxième session ordinaire du Conseil économique et social. Principal sujet à l'ordre du jour, l'examen du projet de budget général de l'État gestion 2022. Les travaux de cette session, qui dure 30 jours, sont placés sous la houlette du président de l'institution. Et pour les amoureux de la bonne viande, il est important de connaître le processus qui évite aux acheteurs de prendre sur le marché un produit impropre à la consommation. Il s'agit du contrôle de la qualité de la viande, de bœuf et des petits ruminants depuis l'abattoir ou les aires d'abattage. Un processus important qui précède la commercialisation. Comment la sélection de la viande saine est-elle faite? Qui sont habilités à contrôler le produit avant qu'il n'aille sur le marché? Vous aurez toutes vos réponses dans ce journal. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, tout de suite, le développement. Visite de chantier du ministre du Plan et du Développement chargé de la coordination de l'action gouvernementale. Abdoulaye Biotchane est allé constater l'état d'avancement des travaux comptant pour la première phase de la mise en place d'une zone économique et spéciale à Glodjibé. Objectif de cette descente sur le terrain, s'enquérir du niveau d'avancement des travaux et donner un coup d'accélérateur au projet. Reportage. Abdoulaye Biotchane à Glodjibé. Ce mardi, le ministre d'État s'est porté sur le site en cours d'aménagement de la zone économique spéciale. Objectif, se faire une idée précise du niveau d'avancement des travaux et partant de la mise en œuvre globale du projet. Et je suis effectivement impressionné par l'état du chantier, par les travaux qui sont en cours. Et je veux féliciter l'équipe de CIPI, de RICE, pour le travail qui est fait ici et qui nous donne l'espoir que les objectifs que nous nous sommes fixés au gouvernement pour Glodjibé vont être clairement atteints. Le chantier évolue à un rythme soutenu. Peu à peu, la zone économique spéciale prend forme. Préalablement à la visite de chantier, le ministre d'État a eu droit à un diapositive, puis à un examen de la maquette. En somme, une nouvelle présentation du projet et de ses évolutions récentes. Oui, mais vous voyez bien que, comme l'a dit le ministre d'État, vous voyez bien que ce n'est pas un mirage. Hein, vous voyez bien que concrètement, il y a bien des entreprises qui travaillent sur le site. Aujourd'hui, rien que sur le site, en termes de travaux, il y a 1200 personnes qui travaillent sur le site. 1200 personnes qui travaillent sur le site en termes de travaux. Donc ce sont des travaux énormes qui sont en train d'être mis en place. La perspective, c'est que nous devons avoir terminé dans 1 an et demi à peu près la première phase. C'est-à-dire l'occupation de la première phase. D'abord, il faut faire les travaux et puis il faut occuper. Et nous allons démarrer en même temps en fait la deuxième phase. Alors moi, j'ai pris l'engagement tout à l'heure d'être ici quasiment tous les mois pour voir comment ça avance. Parce que déjà, depuis quelques semaines que j'ai entendu parler des problèmes qu'il y avait ici, je vois qu'il y a des progrès. Je pense que d'ici 1 an, on verra déjà une première usine s'installer ici. La mise en place et l'exploitation d'une zone économique spéciale participe de la transformation structurelle de l'économie lancée depuis quelques années déjà par le gouvernement. Les dispositions sont prises au mieux des objectifs à court, moyen et long terme du projet. Des cadres du Parlement spécialistes en finances publiques et en économie sont en formation depuis ce lundi à Lokossa dans le département du Mono. Le séminaire de formation porte sur l'analyse des comptes économiques et l'interrelation entre les comptes. C'est une formation conjointement organisée par l'unité d'analyse, de contrôle et d'évaluation du budget de l'État, le projet d'appui au renforcement des capacités du Parlement et des organes de gestion des élections et enfin le PNUD. Voici le compte rendu de Geoffroy Messan. Sont installés en grande majorité dans cette salle de conférence de l'Incotel de Lokossa, dans le département du Mono, des cadres de l'Assemblée nationale. Spécialistes en finances publiques et en économie, ils sont appelés 5 jours durant à suivre une formation qui porte sur l'analyse des comptes économiques et l'interrelation entre les comptes. Au cours de ce séminaire, vous aurez l'honneur et le privilège de bénéficier des enseignements d'un éminent consultant qui est un praticien en matière de comptabilité nationale.
Mesdames et messieurs, les 5 jours d'intenses activités de formation seront consacrés à 5 thématiques que l'expert se chargera d'animer aussi bien sur le plan théorique que pratique. Comme vous le constatez, il s'agit d'un séminaire à allure académique, compte tenu des objectifs à atteindre. Le séminaire de formation est organisé conjointement par l'Assemblée nationale, le ministère de l'Économie et des Finances et le PNUD, et ceci à travers l'unité de gestion des réformes, UGR, et le projet d'appui au renforcement des capacités du Parlement et des organes de gestion des élections, PAC-POJ. Il s'agit d'un rendez-vous d'échange devant permettre de contribuer de façon qualitative à l'efficacité des cadres du Parlement spécialistes en finances publiques et en économie dans l'exercice de leurs fonctions. Cette formation est retenue au titre des initiatives de renforcement des capacités des cadres parlementaires dans le but de rendre plus efficace leur analyse et leur accompagnement des députés. Ces actions de formation sont retenues dans l'AS 4 et au programme 4, contrôle du budget par le Parlement du plan d'action 2021, prorogé des réformes des finances publiques. Mesdames et messieurs, chers participants, au regard de la qualité des participants et de l'engagement de tous, je reste persuadé du sérieux qui entourera vos échanges. Je demeure donc convaincu que de ceux-ci sortiront des recommandations qui permettront d'améliorer l'appui technique que vous êtes appelés à apporter aux députés dans l'exercice de leur mission constitutionnelle, notamment en ce qui concerne le vote de la loi de finances et le contrôle des politiques publiques que celle-ci induit en vue d'une meilleure gouvernance des ressources de l'État et du développement de notre pays. Il est notamment attendu des participants une meilleure connaissance du cadre général, de l'analyse des comptes, une parfaite compréhension des indicateurs et du contrôle de cohérence, une maîtrise de l'interrelation entre les différents comptes macroéconomiques et des agrégats temporels, une connaissance des différentes techniques d'analyse des comptes économiques et une maîtrise des techniques de prévision utilisées par l'administration financière. Nous allons à présent parler du conseil municipal de Cotonou qui tient sa 3e session ordinaire au titre de l'année 2021. Une session ouverte ce lundi et qui devrait se pencher pendant 3 jours sur plusieurs points, entre autres l'examen du rapport d'activité du maire et ceux des commissions permanentes du conseil municipal au titre du trimestre écoulé. Suivant. La présentation du rapport d'activité du maire et ceux des commissions permanentes du conseil municipal au titre du trimestre écoulé. C'est à ces différents exercices que sont conviés les élus de la mairie de Cotonou en cette première journée de la 3e session ordinaire de l'année 2021. De façon globale, le taux d'engagement de 30,97% au 31 août 2021 est faible. Cependant, si l'allure prise est maintenue, l'évolution des dossiers au niveau des organes en charge de la passation des marchés publics augure d'un bon taux de consommation du crédit au 31 décembre 2021. Le taux de paiement de dépenses qui est de 44,73% précisément des engagements et 69,92% des mandatements paraît acceptable. Cependant, diligence doit être faite à tous les niveaux de la chaîne de dépenses pour porter ce taux très haut au 31 décembre 2021. Cette session extraordinaire s'étend sur 3 jours avec une présence remarquable des élus municipaux. Plusieurs autres sujets importants vont meubler les 2 derniers jours. Il s'agit entre autres de l'examen et du vote du projet d'accord de partenariat entre l'établissement para-universitaire Asana Formation et la commune de Cotonou. La session qui nous réunit ce jour nous offre l'occasion de nous pencher une fois encore sur un certain nombre de préoccupations dont la mise en œuvre nécessite en amont vos appréciations diverses. Nous examinerons ensuite le financement complémentaire aux sous-projets communautaires à site difficile dans le cadre du projet ASEX. Je nous exhorte à prendre une part active aux échanges et à aborder les différents dossiers objet de notre rencontre avec beaucoup de sérénité
et du sérieux, afin de contribuer à l'atteinte des résultats de cette session. Le dégagement des épaves dans la ville de Cotonou est aussi en débat. Les actions menées par la municipalité pour permettre aux apprenants d'étudier dans de bonnes conditions ont été également revues. Insect as Feed in West Africa IFOA, c'est un projet destiné à introduire de façon significative les insectes sources durables de protéines dans l'alimentation animale et halieutique. Mis en œuvre depuis 2014, il prend fin en décembre prochain, raison pour laquelle les parties prenantes se retrouvent depuis ce lundi à Bopa, dans le département du Mono, pour un atelier bilan et de capitalisation. Suivant. Une technologie toute faite, désormais à la portée de tous, dans le sous-secteur de la pisciculture. Elle est basée sur l'utilisation d'insectes, source durable de protéines dans l'alimentation animale et halieutique. Une prouesse, fruit de recherche, à travers le projet Insect as Feed in West Africa, IFOA. C'est un projet qui a débuté il y a 7 ans et qui visait à développer des méthodes de production et d'utilisation d'insectes pour nourrir la volaille et le poisson, principalement les larves de mouches, donc de différentes espèces de mouches, et des termites. Parce qu'en fait, il y a un problème récurrent de manque de protéines dans l'alimentation de la volaille et du poisson dans la région. Et on voulait essayer de compenser ça avec l'utilisation d'insectes. Parce que les insectes, bien sûr, sont pleins de protéines, ils sont facilement accessibles. La rencontre se tient sur 2 jours à Bopa, dans le département du Mono. Elle est destinée au bilan de l'exécution du projet IFOA ainsi qu'à sa capitalisation. Elle va aussi contribuer à la promotion des acquis du projet. On est 8 partenaires en tout, 2 partenaires suisses et 6 partenaires de la région, dont 2 béninois. Et on est vraiment très très satisfait. On a obtenu des résultats excellents. On a bien amélioré les techniques de production de larves de mouches, les techniques de piégeage des termites. Et donc on est en train actuellement de disséminer donc du mieux qu'on peut ce type de technique. Premièrement, on a amené les producteurs. On a trouvé que quand on donne les larves de mouches, la poule qui pondait avant 6 œufs pond 12. Celle qui pondait 8, donc ça veut dire que le nombre d'œufs est multiplié par 1,5 à 2,4. Ce qui veut dire que ça augmente la productivité numérique. Mieux, ça réduit le coût de l'alimentation. Ça a rehaussé le prestige social de nos moments. Et l'autre résultat phare qu'on a eu, c'est que les déchets sur lesquels on produit, en même temps, ça devient de la matière organique pour faire les cultures maraîchères. Le projet IFOA est exécuté par l'Université de Parakou et l'Institut national des recherches agricoles du Bénin, INRAB. Djeliroué et Selita, dans la commune d'Aplahoué, ont abrité le projet en milieu réel. Je crois que tout ce qui a été fait et ce qui a été mis au point à travers ce projet constitue des technologies phares pour nos différentes institutions. Toutes les institutions ayant participé à ce projet grâce à ce financement suisse qui a été mis à notre disposition. Vous avez vu et entendu tout à l'heure le coordonnateur général revenir sur un certain nombre de résultats, sur un certain nombre de technologies qui ont été mises au point et toutes les ressources humaines qui ont pu participer à ce projet, qui ont été formées et qui constituent aujourd'hui des compétences que le projet met à la disposition de notre pays et d'autres pays aussi. Ce rendez-vous de Bopa se veut un espace de partage des résultats des différentes études avec le monde scientifique et les parties prenantes en vue de la mise à l'échelle des acquis du dit projet. Des orateurs externes au projet prennent également part aux travaux afin de définir de nouveaux axes de recherche. Outre le Bénin, des chercheurs de pays comme le Burkina Faso et le Ghana ont pris une part importante dans les travaux. Pour cause de pandémie de la COVID-19, certains participants prennent part à l'atelier par vidéoconférence. Deuxième session ordinaire du Conseil économique et social. Les travaux de cette rencontre, qui vont durer 30 jours, sont lancés ce mardi
par le président de l'institution. Il sera principalement question de l'examen du projet de budget général de l'État gestion 2022. Voici le compte rendu de l'ouverture des travaux avec Ouliat Sanoussi. La deuxième session ordinaire de l'année 2021 du Conseil économique et social qui s'ouvre ce mardi se tient dans un contexte marqué par plusieurs événements. Des faits rappelés ici par le président de l'institution. La récente disparition de notre cher collègue Nestor Wadaï, alors vice-président du Conseil économique et social. La douleur reste encore vivace dans nos cœurs et l'institution pendant longtemps portera encore le deuil. Le second événement qui mérite d'être rappelé est sans doute la réforme de la décentralisation. Le Conseil économique et social saura apporter sa contribution pour accompagner cette nouvelle dynamique. L'autre actualité qui a beaucoup cristallisé l'attention des Béninois ces derniers jours est sans conteste l'audience accordée par le chef de l'État, le président Patrice Talon, à son prédécesseur. Je voudrais saluer cette initiative du président de la République et souhaiter que les acteurs politiques accompagnent cette démarche qui vise à renforcer la paix et la concorde dans notre pays. Au cours de ces assises, il sera essentiellement question de l'étude du projet de budget de l'État gestion 2022. Un budget qui devrait prendre en compte la conjoncture économique mondiale causée par la pandémie de Covid-19. Les présentes assises seront l'occasion pour nous d'étudier le projet du budget général de l'État gestion 2022 qui nous parviendra sans nul doute dans les jours à venir. Dans cette perspective, des travaux seront organisés aussi bien en commission qu'en assemblée plénière aux fins d'appropriation tant des orientations budgétaires de 2022 que du contenu du projet de budget lui-même. Ensuite, suivra un débat préliminaire sur le contenu du projet avant sa présentation au Conseil par le ministre d'État de l'économie et des finances. D'autres sujets tels que le séminaire sur le tourisme que le CES avait prévu organiser lors de la précédente session, reporté pour cette session en raison du deuil, et des questions d'autosaisine seront également débattues. Les conseillers sont conscients du travail à abattre. Je crois que c'est un calendrier bien garni pour permettre au Conseil de la République de se prononcer sur les sujets phares qui peuvent aider notre économie, qui peuvent aider le social, qui peuvent aider l'État central à réussir sa mission. Ce conseil s'ouvre dans un contexte de décrispation sociale inauguré par deux des plus grands dirigeants de ce pays. J'ai nommé les présidents Patrice Talon et son prédécesseur Yahi Boni. C'est le lieu de s'en réjouir. La deuxième session ordinaire du Conseil économique et social qui démarre ainsi est prévue pour durer 30 jours. Selon le président du CES, cette session budgétaire ne sera pas de tout repos. Il compte sur les conseillers pour que le défi soit relevé. Allons à présent à l'Institut national médico-sanitaire, INMES, qui bénéficie de 2 offres de formation à la rentrée prochaine. Les offres de grade master concernent la néphrologie dialyse et les soins palliatifs. Le projet participe de l'ambition des autorités à former des professionnels de santé de qualité en vue d'une prise en charge des populations, notamment les plus vulnérables. Les détails. L'Institut national médico-sanitaire INMES élargit son catalogue d'offres de formation. Dès la rentrée prochaine, l'Institut ouvre ses portes pour des études en grade master en néphrologie dialyse et en soins palliatifs. L'initiative, soutenue par plusieurs partenaires, vise au perfectionnement des professionnels de santé, mais aussi la formation des ressources humaines de qualité dans le domaine des sciences infirmières et obstétricales pour le Bénin et la sous-région. L'INMES vient par cette validation satisfaire aux instructions de l'autorité en référence au relevé du Conseil des ministres créant le programme national de soins palliatifs et le relevé impliquant la création de 3 nouvelles unités
de dialyse à travers le territoire national. La mise en œuvre des deux offres cadre avec la vision des autorités d'œuvrer à l'amélioration des prestations sanitaires. Réunis une énième fois à Dassa, les différents acteurs revisitent les documents en vue de leur validation. Cette étape fait suite à celle de prospection du marché, l'alignement des compétences et sous-compétences des unités d'enseignement, l'agencement des maquettes pédagogiques et autres. Le processus a été logistiquement appuyé par Enabel à travers le projet Équité. Les soins palliatifs, ce sont des soins qui permettent justement d'accorder une attention au confort du malade, mais grâce à des médications et toute une série d'éléments de prise en charge qui sont extrêmement techniques, importants. Et la néphrologie dialyse, c'est aussi une prise en charge de haute technicité. Je dois dire aussi que le bailleur, l'Agence française de développement et nous, Enabel, dans la mise en œuvre, en parfait accord avec les priorités du Bénin, on a souhaité que ces masters soient au service aussi de l'égalité femmes-hommes et de la dimension genre. La formation en master dans les deux spécialités est ouverte aux professionnels de santé titulaires d'au moins une licence en sciences infirmières obstétricales ou ceux détenteurs de tout autre diplôme admis en équivalence. Au terme de la formation, les diplômés pourront servir dans les centres hospitaliers, dans des projets et programmes spécifiques ou dans des organisations diverses et autres. Avec ces deux offres, je crois que les étudiants, les professionnels de la santé pourront acquérir le savoir-être et le savoir-faire nécessaire. J'ai remarqué que les deux ont été structurés, ont été élaborés conformément aux exigences du référentiel LMD, RESAO et CAMES en vigueur actuellement à l'université d'Abomey-Calavi. Prévu pour démarrer incessamment. 20 apprenants sont attendus pour chaque offre de formation. Pour l'atteinte des objectifs, tous les partenaires impliqués, notamment les ministères de la Santé et des Finances, de la fonction publique, des enseignements supérieurs et autres, sont appelés à jouer leur partition. Ils ont reçu 10 millions de francs CFA pour s'approvisionner en matériel et améliorer la qualité de leur production horticole. Il s'agit des maraîchers de la commune de Djougou qui ont bénéficié d'un prêt remboursable sans intérêt. Une initiative de l'association Alpha Taka en partenariat avec la mairie de Djougou. Retour sur la cérémonie officielle de remise de chèques avec Alassane Harouna et Abdou Sahabi Idrissou. Pour améliorer significativement la production des produits horticoles dans la commune de Djougou, l'association Alpha Taka et la mairie accordent un prêt remboursable sans intérêt de 10 millions de francs CFA aux maraîchers. Au nombre de 50 et membres de 4 coopératives, ces bénéficiaires reçoivent ainsi le chèque qui va leur permettre d'acquérir le matériel et intrants agricoles pour booster la production maraîchère. En effet, dans le souci d'améliorer le rendement de leur production et par ricochet leurs revenus, l'association Alpha Taka et la mairie de Djougou viennent encore par la présente cérémonie appuyer ces maraîchers ici présents avec une enveloppe financière de 10 millions de francs CFA. Ce geste de solidarité qui intervient après celui de l'octroi d'enveloppes financières à plus de 100 handicapés est le fruit d'un partenariat entre l'association Alpha Taka et l'association Al-Hidaya de Koweït. Avec cet appui financier jamais obtenu par le passé par ses producteurs, l'offre de produits maraîchers va indéniablement augmenter dans cette commune. L'initiative de l'ONG Alpha Taka et la mairie de Djougou s'inscrit aussi dans la dynamique de garantir la sécurité alimentaire pour le bien-être de tous. C'est inédit depuis le démarrage de nos activités. Un crédit sans intérêt, vraiment, c'est ce qu'on n'a jamais vu. Et il serait vraiment ingrat de ne pas dire merci à l'association Alpha Taka qui vient aujourd'hui de nous honorer. Et nous prenons le temps de gérer ces fonds à bon escient
pour faire d'ouverture pour l'avenir. Pourvoyeur d'emplois et de richesses, le maraîchage fait partie des filières porteuses inscrites dans le plan de développement communal. Sa promotion se justifie par la volonté du conseil communal de Djougou de diversifier les produits agricoles en vue d'assurer l'autosuffisance alimentaire. Le maire me charge de vous dire de prendre ces sous et de bien les utiliser. Il me charge de vous dire de tout faire pour donner de la valeur à la filière maraîchage. Ça fait partie dans nos planifications des filières porteuses de la commune de Djougou. Pour développer cette filière d'une part et réduire la pauvreté d'autre part, l'association Alpha Taka et la mairie de Djougou exhortent chaque bénéficiaire à une gestion judicieuse de ce fonds pour le rayonnement des activités maraîchères dans la commune de Djougou. Nous prenons l'engagement ici de dire à l'association que nous les aiderons à ce que les fonds qui seront mis à la disposition des producteurs soient gérés de façon efficace et efficiente. À travers ce geste salutaire, l'association Alpha Taka et la mairie de Djougou démontrent une fois de plus leur engagement à contrer la pauvreté et la précarité, principale cause de l'immigration clandestine à Djougou. Eh bien, je l'annonçais en début d'édition, consommer à diverses occasions, la viande est l'un des aliments qui s'achètent dans les marchés sans une certaine attention par le consommateur. Et pourtant, avant la mise en vente, un travail est fait en amont pour éviter aux acheteurs un produit impropre à la consommation. Le contrôle de la qualité de la viande de bœuf et des petits ruminants depuis l'abattoir ou les aires d'abattage est une étape importante qui précède la commercialisation. Il est assuré par les agents vétérinaires de la direction départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche et suit un protocole établi. Quel processus conduit à la validation d'une viande propre à la consommation? Vous le saurez dans ce reportage que je vous invite à suivre. Cuite, fumée ou frite, elle fournit à l'organisme des protéines, lesquelles contiennent entre autres des acides aminés essentiels. La viande est présente dans les repas quotidiens ou lors des festins. Provenant d'animaux divers, c'est un aliment constitué de tissus musculaires. La viande de bœuf ou celle de nombreux autres petits ruminants s'achète dans les boucheries ou sur les étalages dans les marchés. Mais avant l'étape de commercialisation, la plupart des viandes mises en vente est inspectée. Le contrôle, selon les spécialistes, débute pendant que l'animal est encore vivant et sur pied. C'est du vivant de l'animal déjà qu'on essaie d'examiner et s'il n'y a pas de soupçons de maladie, l'animal est abattu. Nos yeux sont là pour travailler. L'odorat est là pour sentir, pour voir est-ce qu'il n'y a pas des odeurs qui nous repoussent, pour voir si à l'œil visible là, la viande même ne repousse pas ou bien les organes ne repoussent pas. À Boycon, ainsi que dans l'ensemble du département du Zou, le contrôle est assuré par les agents de la direction départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, TEDAEP. Le travail se fait tous les jours et démarre dès 6 heures du matin. Vétérinaires de formation, les agents, une fois sur place pour l'inspection, suivent un protocole établi. On prend le couteau, il y a des endroits spécifiques qu'il faut inciser. Nous avons les ganglions préscapulaires qu'il faut inciser pour voir son état. Nous avons les ganglions précuraux, les ganglions rétromammaires si c'est des femelles, les ganglions inguinales si c'est des mâles. Les ganglions sous-lombaires, on incise les muscles également. Qu'est-ce qu'on contrôle réellement à ce niveau? Soit nous contrôlons au niveau des muscles la présence des lésions de cystite. On parle souvent de cystite-sécose. C'est ça, nous appelons souvent le ténia. On contrôle également la tuberculose, l'échinococose, la rate, c'est l'organe témoin. Il peut nous signaler la maladie de fièvre charbonneuse. Au niveau de l'ensemble poumon et cœur, ça peut nous signaler la PPCD, passerolose, la tuberculose. Cette inspection effectuée est instaurée par des dispositions légales et pour cause, les animaux sont porteurs de différentes zoonoses, notamment la tuberculose et le ténia, des maladies transmissibles à l'homme par voie orale et qui peuvent lui être fatales. Le contrôle a donc pour but de détecter ces maux. Il permet de déclarer la viande propre ou non à la consommation. La carcasse et autres viscères de l'animal sont aussi inspectés. Évidemment, à la fin de l'inspection, il y a une sentence qui est donnée. On arrive à autoriser les viandes qui sont propres à la consommation et on les livre
et à la commercialisation. Et on a un sceau où c'est inscrit le contrôle vétérinaire de la DDAPESO. Donc quant aux viandes qui ne sont pas propres, qui sont impropres à la consommation, on les retire et on procède à une destruction de ces viandes ou carcasses qui sont impropres. Chaque animal abattu reçoit un certificat de salubrité et qui en principe est gardé par le boucher. Donc n'importe qui s'approche, qui veut s'assurer que la viande qu'il veut acheter est de qualité propre à la consommation peut demander à avoir le certificat de salubrité. Et là-dessus, c'est mentionné clairement, viande propre à la consommation. Avoir ce réflexe, c'est comme vérifier par exemple la date de péremption du produit. Si je dois m'exprimer en termes, c'est parce que arrivé là, vous pouvez demander, est-ce que je peux voir ton cahier de contrôle? Parce que quand on fait le contrôle, on signe de cahier. En dehors des certificats aussi qu'on donne. Par exemple, pour les bœufs, ce sont les certificats qu'on donne. Mais pour les charcutiers et autres, l'agent qui a fait le contrôle signe un cahier. Donc, à part l'estampille, parce que parfois, il dit non, l'estampille, là, quand on a préparé, ainsi de suite, ce qui est même faux. Quand c'est le frais, ça ne disparaît pas. Mais au niveau de la DDAEP, nous faisons quand même cette sensibilisation-là. Nous contrôlons également à notre manière, en mettant des espions sur le terrain. Avec 50 ou 200 francs CFA, le boucher ou toute autre personne peut faire inspecter son animal avant l'abattage. Outre le contrôle à l'abattoir, d'autres agents de la DDAEP sillonnent également maquis, gargotes et autres points de commercialisation de la viande dans la ville. Ces derniers ont pour mission de s'assurer de la qualité de la viande mise en vente. Malgré la petitesse des frais de contrôle, on note néanmoins des contrevenants aux dispositions légales. Il y a certains bouchers qui s'entêtent à faire des abattages clandestins et à mettre en consommation des viandes non inspectées. Et la DDAEP, s'il arrivait qu'elle mette la main sur ces bouchers indélicats, des sanctions sont prévues. Ils vont souvent payer des amendes. À la recette perception, ils nous ramènent les quittances, sans quoi ils sont suspendus de la vente pour un certain temps. Et il y a des sanctions pénales. Cette année, une viande impropre à la consommation a été dénaturée, enterrée et après a été déterrée. Et une partie a disparu. On a eu l'information, on a confié à la police républicaine qui nous a aidés à faire la procédure jusqu'à aller au tribunal où les indélicats se sont retrouvés en prison. L'aire d'abattage de Boycon est située en retrait pour des raisons d'ordre environnemental. L'espace est dépourvu d'infrastructures adéquates. L'eau, principal élément utilisé par les usagers, est aussi absente. En plus des difficultés, la DDAEP du Zou gère de nombreux autres problèmes en rapport avec l'effectif des agents devant procéder à l'inspection sur l'ensemble des 9 communes. Boycon aujourd'hui mérite un abattoir digne de nom, à l'image de ce qui est fait à Cotonou. Le château d'eau ne fonctionne pas. Et dit là, et un pétrole, et on a ouvert mes temps. Non, parce que il faut qu'on me le finisse, et il m'a dit ben nous alors donc perdre donc c'est encore comme on a nous mieux. Et nous on a les voyons, et nous dormir à home. Vera so me fini oi si no de ami fi. Bidon mi so wo je sin wa chona wa so. E no gudo. E ti di opete nu mi no ho ne no komi do mi so. Fra no se ne ho ha me. E na wo de wo su je we do de wo su je we. Ce que nous allons dire en matière de difficultés majeures, c'est l'insuffisance d'achat. Mais ça, c'est un problème qui est national. Et bon, nous avons l'espoir que le gouvernement, avec le ministère de l'Agriculture et la fonction publique, vont recruter d'ici là des agents pour accompagner les directions départementales dans le travail qui leur incombe. Il y a également les TIC qui sont mis à contribution pour mieux gérer aussi aujourd'hui à défaut d'argent. Puisque par exemple à la DDAEP, nous sommes en train de travailler avec l'appui d'un projet programme pour installer une base de données, mettre à la disposition de tous les agents de contrôle des smartphones. Donc, même si nous sommes ici, qu'un agent fait le contrôle à Wenki, il peut déjà nous remonter les informations. Méconnu d'un grand nombre de personnes, le contrôle de qualité effectué par les agents vétérinaires de la DDAEP vise à assurer la sécurité alimentaire. Cette inspection protège aussi bien le boucher que les populations consommatrices pour les cérémonies privées, familiales, pique-niques et autres. Il est judicieux, voire raisonnable, conseille les spécialistes, de faire contrôler la viande à consommer.
Voilà, ce sera tout pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Bonne soirée à chacun et à tous.